Merci beaucoup. Mr. President, Monsieur le Président, Mr. Secretary General, Monsieur le Secrétaire général, distinguished delegates, Mesdames et ambassadors, Messieurs, and world leaders, ambassadeurs, dirigeants et dirigeantes du monde, 70 années d'histoire in all of their se sont richness déroulées and dans drama. cette salle, dans leur richesse, Where I stand, dans the les world has tragédies. heard from presidents, Le monde a entendu premiers, les allocutions des présidents, des premiers ministres au cœur de la guerre froide. Nous avons of nations. vu We have la création de nations. revolutions Nous avons vu les meneurs de who inspired us with révolution. Certains nous ont insufflé l'espoir. Des rebelles ont partagé leur passion. Des héros ont montré leur courage. Ils ont présenté leurs plans, leurs propositions, leurs visions, leurs idées, leurs dessins sur la plus grande scène hope, au like monde. those who met us before. Our time is one of great contests. Nous vivons dans une époque où les enjeux sont importants, les choix sont clairs. All around the world and throughout history Les divisions dans le monde et dans l'histoire it is the divide between those apparaissent une fois de plus cette division entre ceux qui aspirent au contrôle, qui se over others croient destinés à gouverner les autres, et les personnes et les peuples qui n'aspirent qu'à se gouverner eux-mêmes. I have the immense privilege of J'ai addressing l'immense you today privilège de m'adresser à vous as the aujourd'hui elected leader en tant que of a dirigeant nation élu that prizes d'une liberty, nation qui accorde la priorité à la liberté, self-government l'indépendance et le gouvernement autonome plus que toute autre chose. Les États-Unis, having spent après over avoir $2.5 trillion since my election to consacré completely build our great 2,5 military, billions de dollars à reconstituer nos forces armées, est de loin la nation la plus puissante hopefully, au it will monde. never have to use this power. Nous espérons que nous n'aurons jamais à utiliser cette puissance. Les Américains le savent. Dans un monde où d'aucuns recherchent la conquête et la domination, notre nation doit être And in spirit. forte dans son pouvoir et dans son esprit. Voilà pourquoi les États-Unis défendent farouchement les traditions et les coutumes qui ont fait de nous ce que nous Like my sommes. beloved country, À l'instar de mon très cher pays, chaque nation représentée dans cette salle a une histoire qui lui est chère, une culture, un that is worth patrimoine defending and celebrating, qu'il faut défendre, which qu'il faut gives us honorer our singular potential et qui and strength. nous donne notre force, notre potentiel à exploiter. Le monde libre National foundation. doit It must not attempt to respecter erase ses them fondements, or replace them. ne doit pas essayer de les remplacer, de les écarter. And all over this large, magnificent planet, Où que je regarde sur cette grande planète remarquable, la vérité est évidente. Si l'on veut la liberté, soyez fiers de votre pays. Si vous voulez la hold on to démocratie, your sovereignty. And if you want peace, préservez votre souveraineté. Si vous voulez la paix, aimez wise votre leaders nation. always put the good Les of their own dirigeants people. sages donnent toujours la priorité au bien-être de leur peuple, de leur The nation, future avant tout. does not belong to L'avenir n'appartient pas aux globalists. The future mondialistes. belongs to patriots. L'avenir appartient aux patriotes. L'avenir appartient aux nations souveraines, indépendantes, qui protègent leurs citoyens, respectent leurs voisins, honorent les différences Special. qui font que chaque pays est unique, avec ses spécificités. Voilà pourquoi nous, aux États-Unis, nous sommes lancés dans un programme passionnant de renouveau national. Dans tout ce que nous faisons, nous nous concentrons sur les rêves, les aspirations que nous voulons concrétiser pour nos citoyens. Grâce à nos politiques économiques favorables à la croissance, nos taux de chômage national ont atteint leurs niveaux les plus bas depuis près de 50 ans. Grâce à de fortes réductions d'impôts et
une diminution des réglementations, des emplois sont créés à un rythme historique. 6 millions d'Américains ont été ajoutés au marché de l'emploi en l'espace de moins de 3 ans. Le mois dernier, les Afro-Américains, les Hispano-Américains, les Asio-Américains ont vu leur taux de chômage atteindre son niveau le plus bas jamais enregistré. Nous sommes en train de profiter de l'abondance énergétique de notre nation. Nous sommes le premier producteur de pétrole et de gaz naturel au monde. Les salaires sont en train d'augmenter, les revenus sont en hausse et 2,5 millions d'Américains ont été extirpés de la pauvreté en l'espace de moins de 3 ans. Alors que nous reconstruisons la puissance inégalée de l'armée américaine, nous sommes en train de relancer nos alliances en expliquant très clairement que tous nos partenaires doivent assumer leur part du fardeau de la défense, un fardeau qui a été assumé par les États-Unis par le passé. Au cœur même de notre vision de renouveau national réside une campagne ambitieuse visant à réformer le commerce international. Pendant des décennies, le système d'échange international a été facilement exploité par des nations qui agissaient en faisant montre de mauvaise foi alors que les emplois étaient délocalisés. Une petite poignée de nantis en profitaient au détriment de la classe moyenne. En Amérique, le résultat a été la perte de 4,2 millions d'emplois manufacturiers et 15 billions de dollars de déficit commercial au cours des 25 dernières années. Les États-Unis ont pris des mesures décisives pour mettre un terme à cette grave injustice économique. Notre objectif, il est simple. Nous voulons des échanges commerciaux qui soient équilibrés, équitable, réciproque. Nous avons travaillé en étroite coopération avec nos partenaires, le Mexique et le Canada, pour remplacer l'ALENA par un accord États-Unis-Mexique-Canada qui, j'espère, recueillera le soutien de tous les partis. Demain, je vais rencontrer le Premier ministre Abe du Japon pour poursuivre nos progrès et pour parachever un nouvel accord commercial extraordinaire. Alors que le Royaume-Uni se prépare à quitter l'Union européenne, j'ai clairement dit que nous étions prêts à passer un accord commercial exceptionnel avec le Royaume-Uni qui profitera très largement à nos deux pays. Nous travaillons en étroite coopération avec le Premier ministre Boris Johnson sur un nouvel accord commercial absolument extraordinaire. La grande différence de la nouvelle approche américaine vis-à-vis des échanges concerne nos relations avec la Chine. En 2001, la Chine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce. Nos dirigeants de l'époque avaient affirmé que cette décision allait contraindre la Chine à ouvrir son économie, à renforcer ses protections, des choses qui étaient inacceptables pour nous au regard de la propriété privée et de l'état de droit. Cette théorie s'est avérée profondément erronée. Non seulement la Chine n'a pas adopté les réformes promises, mais a adopté un modèle économique dépendant d'obstacles au commerce, de subventions publiques, de manipulation de la devise. Elle se livre au dumping, à un transfert technologique forcé, au vol de la propriété intellectuelle et à des secrets commerciaux de grande ampleur. Un exemple. Récemment, j'ai rencontré le président d'une grande entreprise américaine, Micron Technology, à la Maison-Blanche. Micron produit des cartes numériques utilisées dans de nombreuses technologies. Pour promouvoir le plan chinois, une société chinoise aurait volé les conceptions de Micron d'une valeur de 7 milliards de dollars. La société chinoise a obtenu des brevets pour un produit pratiquement identique et Micron n'a plus pu vendre ses propres marchandises en Chine.
but we are seeking justice. Mais nous sommes en train de faire en sorte que justice soit faite. 60,000 factories after China entered the WTO. Nous avons perdu 6 000 usines après l'adhésion de la Chine à l'OMC. Et c'est le cas également d'autres pays de par le monde. L'Organisation mondiale du commerce a besoin d'être réformée en profondeur. La deuxième plus grande économie au monde ne devrait pas pouvoir affirmer être un pays en développement pour pouvoir exploiter le système au détriment d'autrui. Pendant des années, on a toléré ces agissements. On a fermé les yeux. On les a même encouragés. Le mondialisme a amené les dirigeants à oublier leurs propres intérêts nationaux. Mais cette époque est révolue pour l'Amérique. Afin de lutter contre ces pratiques iniques, j'ai imposé des droits de douane importants à plus de 500 millions de dollars de marchandises chinoises. Du fait de ces droits de douane, les chaînes d'approvisionnement se relocalisent aux États-Unis et ailleurs et des milliards de dollars sont versés à notre trésor. Le peuple américain est profondément attaché à une relation équitable, équilibrée avec la Chine. Nous espérons pouvoir parvenir à un accord qui profitera à l'un et l'autre pays. Et je l'ai dit très clairement, je n'accepterai pas un mauvais accord pour le peuple américain. Alors que nous nous efforçons de stabiliser notre relation, nous suivons également de très près la situation à Hong Kong. Le monde s'attend à ce que le gouvernement chinois honore le traité contraignant passé avec la Grande-Bretagne, déposé auprès des Nations Unies, où la Chine s'engage à protéger la liberté, le système démocratique et le mode de vie de Hong Kong. La façon dont la Chine choisira de gérer la situation en dira long sur son rôle dans le monde à l'avenir. Nous comptons tous sur le président Xi en tant que grand dirigeant. Les États-Unis ne recherchent pas à entrer en conflit avec une quelconque autre nation. Nous aspirons à la paix, à la coopération et au bénéfice mutuel avec toutes les nations. Mais jamais je ne cesserai de défendre les intérêts des États-Unis. L'une des plus graves menaces qui planent sur la sécurité des nations éprises de paix à l'heure actuelle est le régime oppressif iranien, un régime qui sème mort et destruction. Nous le savons tous, non seulement en tant que premier parrain du terrorisme au monde, mais en plus les dirigeants iraniens viennent alimenter les guerres tragiques de la Syrie et du Yémen. Parallèlement, le régime dilapide la richesse du pays dans sa quête d'armes nucléaires et des vecteurs. Jamais ne pouvons-nous accepter qu'il en soit ainsi. Pour empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire et aux missiles, j'ai retiré les États-Unis du très mauvais accord nucléaire iranien qui est sur le point d'expirer. Certains sites importants ne pouvaient pas être inspectés en vertu de cet accord et cet accord ne couvrait pas les missiles balistiques. À la suite de notre retrait de cet accord, nous avons mis en œuvre et appliqué des sanctions économiques dures à l'encontre du pays. Dans l'espoir de se libérer du joug de ces sanctions, le régime a redoublé de violence, d'agression sans qu'il n'y ait eu de provocation préalable. En réaction à l'attaque récente de l'Iran contre l'Arabie saoudite et ses installations pétrolières, nous venons d'imposer les sanctions les plus dures jamais imposées à l'encontre de la Banque centrale iranienne. Toutes les nations ont le devoir d'agir. Aucun gouvernement responsable ne peut appuyer l'Iran assoiffé de sang. Tant que l'Iran continue de nous menacer, les sanctions ne seront pas levées. Au contraire, elles seront durcies. Les dirigeants iraniens
auront fait d'une nation fière un autre exemple de ce qui se passe quand les dirigeants abandonnent leur population et s'embarquent dans une croisade pour obtenir le pouvoir, la richesse personnelle. Pendant 40 ans, le monde a entendu les dirigeants iraniens s'en prendre à autrui, à les accuser des problèmes qu'eux-mêmes avaient pourtant créés. Ils scandent régulièrement « mort à l'Amérique ». Ils promeuvent l'antisémitisme. Le leader suprême, l'année dernière, a qualifié Israël de tumeur, à enlever, éradiquer. Mais jamais l'Amérique ne tolérera un tel antisémitisme. Les fanatiques de longue date utilisaient leur haine vis-à-vis d'Israël pour nous faire oublier leurs propres écueils. Heureusement, dans tout le Moyen-Orient, l'on prend conscience de plus en plus que les pays de la région ont un intérêt commun à lutter contre l'extrémisme et à pleinement exploiter le potentiel économique. Voilà pourquoi il est à ce point essentiel de normaliser les relations entre Israël et ses voisins. Seules des relations fondées sur l'intérêt mutuel, la tolérance religieuse permettra de forger un avenir meilleur. Les citoyens iraniens méritent un gouvernement qui s'efforce de réduire la pauvreté, d'éradiquer la corruption, d'accroître les emplois, qu'on ne leur vole plus leur argent pour financer des massacres au niveau national et à l'étranger. Après 40 ans d'échecs, l'heure est venue pour les dirigeants iraniens de cesser de menacer d'autres pays et de se concentrer sur la reconstruction de leur propre pays. L'heure est venue pour les dirigeants iraniens d'enfin donner la priorité au peuple iranien. L'Amérique est prête à donner son amitié à tous ceux qui aspirent véritablement à la paix et au respect. Les amis les plus proches de l'Amérique étaient jadis nos ennemis, mais nous ne croyons pas en l'idée d'ennemis permanents. Nous voulons des partenaires, nous ne voulons pas des adversaires. L'Amérique le sait. Quiconque peut livrer la guerre, mais seuls les plus courageux font le choix de la paix. C'est pour ça que nous avons choisi une diplomatie audacieuse sur la péninsule coréenne. J'ai dit à Kim Jong-un quelle était ma conviction, c'est-à-dire qu'à l'instar de l'Iran, son pays a un potentiel immense, mais pour libérer ce potentiel, la Corée du Nord doit se dénucléariser. Dans le monde, le message que nous envoyons est très clair. L'objectif de l'Amérique est une harmonie pérenne et non pas de se livrer à des guerres sans fin. Et c'est avec cet objectif à l'esprit que mon gouvernement aspire à un avenir radieux en Afghanistan. Malheureusement, les talibans ont choisi de poursuivre ces attaques barbares. Nous continuerons de travailler avec la coalition de partenaires afghans afin d'endiguer le terrorisme et jamais ne cesserons-nous d'œuvrer à faire en sorte que la paix soit une réalité. Dans l'atmosphère occidentale, nous travaillons avec nos partenaires pour garantir la stabilité et des perspectives d'avenir dans toute la région. Et l'un des plus grands défis à relever à cet égard est l'immigration irrégulière qui vient saper la prospérité, qui déchire les sociétés, qui donne du pouvoir à des cartels sans scrupules. L'immigration irrégulière massive n'est pas tenable, ne garantit pas la sécurité pour toutes les personnes concernées. Les pays d'origine se vide à un rythme effréné. On oublie les jeunes
c'est autant de capital humain qui est gaspillé. Les pays de destination sont débordés par trop de migrants qui ne peuvent plus accepter. Les migrants eux-mêmes sont victimes d'exploitation, d'atteintes de la part de ces cartels. Un tiers des femmes qui traversent la frontière sont victimes d'agressions sexuelles en route. Et aux États-Unis et ailleurs dans le monde, il y a de plus en plus de militants et d'organisations non gouvernementales qui viennent promouvoir la traite des personnes. Ces groupes encouragent la migration irrégulière, exigent que l'on fasse disparaître les frontières nationales. J'ai un message aujourd'hui à envoyer à ces militants qui défendent l'ouverture des frontières et qui revendiquent la justice sociale. Vos politiques ne sont pas justes, elles sont cruelles, elles sont mauvaises. Vous donnez le pouvoir à des organisations criminelles qui s'en prennent à des femmes et des enfants innocents. Vous donnez la priorité à cette idée fallacieuse de vertu au détriment de la vie de tant d'innocents. Vous nuisez à la sécurité à la frontière, vous sapez la dignité humaine, vous sapez les droits de la personne. Nombre des pays ici présents aujourd'hui doivent relever le défi d'une migration échappant à tout contrôle. Chacun d'entre vous a le droit absolu de protéger ses frontières. Et il en va de même, bien entendu, pour notre pays. Aujourd'hui, il nous faut être déterminés à lutter contre la traite des personnes et faire en sorte que ces réseaux criminels disparaissent. Je puis vous dire très sincèrement que nous travaillons en étroite coopération avec nos amis de la région, y compris le Mexique, le Canada, le Guatemala, le Honduras, El Salvador et Panama, afin de préserver l'intégrité des frontières, de garantir la sécurité et la prospérité de nos peuples. Qu'il me soit permis de remercier le président López Obrador du Mexique de la remarquable coopération et d'avoir stationné 27 000 hommes à notre frontière sud. Le Mexique nous témoigne un grand respect et je les respecte en échange. Les États-Unis ont pris des mesures sans précédent pour endiguer le flux d'immigrants clandestins. À tous ceux qui permettent le passage illégal de la frontière, je le dis, ne payez pas ces coyotes, ne payez pas ces passeurs, ne vous mettez pas en danger, ne mettez pas vos enfants en danger, parce que si vous arrivez ici, on ne va pas vous laisser rentrer. Vous serez immédiatement renvoyé chez vous. Vous ne serez pas libéré dans notre pays tant que je serai président des États-Unis. Nous allons appliquer nos lois, protéger nos frontières. Les pays de l'hémisphère occidental ont pour objectif d'aider les peuples à investir dans l'avenir radieux de leur propre nation. Notre région regorge de promesses, de rêves qui attendent d'être concrétisés, des destins nationaux qui les attendent. Dans tout notre hémisphère, il y a des millions de jeunes patriotes qui travaillent dur, qui veulent construire, qui veulent innover, qui veulent réussir. Mais ces nations ne pourront pleinement atteindre leur potentiel si toute une génération de jeunes quitte leur foyer en quête d'une meilleure vie ailleurs. Nous voulons que toutes les nations de notre région prospèrent, que sa population s'épanouisse dans la liberté
et dans la paix. In that mission, we are also committed to supporting Nous nous those sommes people également engagés à appuyer ceux et celles dans l'hémisphère oppression, occidental qui vivent sous le joug de such as l'oppression those in brutale. Je pense Nicaragua, au peuple de and Cuba, du Venezuela. Nicaragua, du Venezuela. According to a recent report from the D'après un UN Human rapport Rights Council, récent du Conseil des droits de l'homme women des in Nations Venezuela Unies, les stand in femmes au line for 10 hours a Venezuela day waiting for food. attendent dans des files pendant Over 10 heures par 15,000 jour pour avoir people have accès à been des detained vivres. 15 000 political personnes ont prisoners. été détenues, des prisonniers Modern-day death politiques. squads are Des carrying out escadrons de thousands la of mort sont en train de se livrer à des milliers d'exécutions arbitraires. Le dictateur Maduro est une marionnette de Cuba protégée par des gardes du corps cubains qui se cachent de sa propre population, alors que Cuba pille les recherches pétrolières du Venezuela pour alimenter son propre régime corrompu. Depuis que je me suis adressée à cette Assemblée, les États-Unis et ses partenaires ont constitué une coalition historique de 55 pays qui reconnaissent le gouvernement légitime du Venezuela. Je m'adresse aux Vénézuéliens pris au piège de ce cauchemar. Sachez que l'Amérique est unie et vous soutient. Les États-Unis ont une assistance humanitaire de grande ampleur prête à être livrée. Nous suivons de près la situation au Venezuela. Nous attendons le moment où la démocratie sera rétablie, où le Venezuela sera libre, où la liberté l'emportera dans notre hémisphère. L'une des plus graves menaces qui planent sur notre pays est le spectre du socialisme qui détruit nations et sociétés. La situation au Venezuela nous le rappelle à tous. Le socialisme et le communisme n'ont rien à voir avec la justice, n'ont rien à voir avec l'égalité, n'ont rien à voir avec l'éradication de la pauvreté et n'ont rien à voir avec l'intérêt suprême de la nation. Le socialisme et le communisme n'ont qu'un seul objectif, donner le pouvoir à la classe dirigeante. Je répète aujourd'hui un message à l'endroit du monde que j'ai déjà fait passer dans mon pays. L'Amérique ne sera jamais un pays socialiste. Au cours du dernier siècle, le socialisme et le communisme ont tué 100 millions de personnes. Malheureusement, comme on le voit au Venezuela, il y a de plus en plus de morts dans ce pays. Cette idéologie totalitaire assortie de technologies modernes a le pouvoir de conduire à de nouvelles formes d'oppression, de domination. Voilà pourquoi nous prenons des mesures afin de mieux vérifier les technologies étrangères, les investissements, afin de protéger nos données et notre sécurité. Nous exhortons toutes les nations ici présentes à nous emboîter le pas. La liberté, la démocratie doivent être à tout moment préservées sur le plan international et national. Il nous faut toujours nous méfier de ceux qui appellent à la conformité et au contrôle. Même dans les nations libres, nous voyons des signes alarmants de nouvelles menaces planant sur la liberté. Un petit groupe de plateformes de réseaux sociaux sont en train de prendre un pouvoir gigantesque sur ce que nous pouvons voir, sur ce que nous sommes autorisés à dire. La classe politique est méprisante, fait fi de la volonté du peuple, une bureaucratie sans visage, travaille dans le secret, vient saper la démocratie. Une institution académique prend d'assaut les institutions et les valeurs de notre pays. Aux États-Unis, mon gouvernement a clairement dit à ces sociétés des réseaux sociaux que nous allons défendre la liberté d'expression. Une société libre ne peut tolérer que des géants des réseaux sociaux bâillonnent le peuple, et le peuple libre ne peut jamais
accepter que l'on censure Bayonne ou mette sur liste noire leurs propres voisins. Alors que nous défendons les valeurs américaines, nous défendons le droit de tout un chacun à vivre dans la dignité. Voilà pourquoi mon gouvernement travaille avec d'autres gouvernements pour que l'on n'érige plus en infraction pénale l'homosexualité. Et nous disons toute notre solidarité avec les personnes LGBTQ qui vivent dans des pays où certaines personnes sont punies en raison de l'orientation sexuelle. Nous défendons également le rôle des femmes dans nos sociétés. Les nations qui autonomisent leurs femmes sont bien plus riches, plus sûres et beaucoup plus stable. Il est par conséquent absolument essentiel pour garantir non seulement la prospérité d'une nation, mais également pour garantir sa sécurité nationale, de garantir le développement économique des femmes. Faisant fond sur ces principes, mon gouvernement a lancé l'initiative pour le développement et la prospérité des femmes. Ce programme est la première initiative publique d'émancipation des femmes pour faire en sorte que les femmes du monde entier aient le droit d'avoir des biens, d'hériter des biens, de travailler dans les mêmes entreprises que les hommes, de voyager librement et d'avoir accès au crédit et aux institutions. Hier, j'ai eu l'honneur d'accueillir des dirigeants pour nous entretenir sur un engagement indéfectible des États-Unis à protéger les dirigeants religieux, à protéger les libertés religieuses également. Ce droit fondamental est de plus en plus remis en cause de par le monde. C'est difficile à croire, mais 80% de la population mondiale vit dans des pays où les libertés religieuses sont gravement menacées, voire ont été totalement annihilées. Les Américains ne cesseront jamais de faire des efforts pour défendre la liberté de culte et de religion. Nous appuyons la liberté religieuse pour tous. Les Américains ne cesseront jamais de défendre des vies innocentes. Nous le savons, de nombreux projets des Nations Unies ont essayé d'appuyer des campagne d'avortement. Des bureaucrates du monde n'ont en aucun cas le droit de s'attaquer à la souveraineté des nations qui veulent protéger des vies innocentes. À l'instar de nombreuses nations ici représentées, nous estimons que chaque enfant né ou à naître est un don sacré de Dieu. Aucune circonstance ne peut justifier que des acteurs internationaux piétinent les droits de nos citoyens, y compris le droit à la légitime défense. Voilà pourquoi cette année, j'ai annoncé que jamais nous n'allons ratifier le traité sur les armes des Nations Unies qui menace la liberté des citoyens américains. Les États-Unis défendront toujours leur droit constitutionnel de détenir et de porter des armes. Nous allons toujours défendre notre deuxième amendement. Les droits et les valeurs fondamentaux que l'Amérique défend aujourd'hui sont consacrés dans le document qui a porté création des États-Unis. Les fondateurs, les pères fondateurs des États-Unis le savaient. D'aucuns croiront toujours qu'ils peuvent nous contrôler. Les noms sont divers, les théories aussi, mais cela se résume toujours à cette volonté de domination. Cela ne protège pas l'intérêt de la multitude, mais bien les privilèges d'une poignée d'individus. Nos pères fondateurs nous ont dotés d'un système visant à limiter ces impulsions dangereuses, ont donné le pouvoir américain à ceux qui sont directement concernés par l'avenir de notre nation, c'est-à-dire un peuple farouchement indépendant. Le bien-être de la nation ne peut être atteint que par ceux qui l'aiment, que par les citoyens qui
prennent racine dans l'histoire du pays, qui se sont nourris de sa riche culture, qui sont attachés à ses valeurs, attachés à son peuple et qui savent que c'est à eux de bâtir leur avenir ou de perdre leur avenir. Les patriotes ressentent une nation et son destin comme nul autre. La liberté ne peut être préservée, la souveraineté ne peut être garantie, la démocratie ne peut être maintenue que grâce au dévouement et à la volonté des patriotes. Il faut donc trouver la force de résister à l'oppression, laisser une trace pour l'avenir, nouer des amitiés, avoir le courage de la paix. Cet amour de notre nation va faire du monde un monde meilleur pour tous. Je m'adresse à tous les dirigeants du monde. Joignez-vous à la plus belle mission qui puisse être la plus grande contribution que l'on puisse jamais faire. Chérissez vos cultures, honorez votre histoire, élevez vos nations, préservez vos citoyens, faites de vos pays des nations fortes, prospères, vertueuses, honorez la dignité de vos peuples et tout vous sera possible. Lorsque nos nations seront plus grandes, l'avenir sera plus radieux, nos peuples seront plus heureux et nos partenariats seront plus forts. Avec l'aide de Dieu, ensemble, nous pourrons repousser les ennemis de la liberté, repousser ceux qui portent atteinte à la dignité. Ensemble, nous allons atteindre de nouveaux sommets des réalisations humaines. Nous allons élucider tous les mystères, faire des percées extraordinaires et nous allons trouver des amitiés encore plus magnifiques, une harmonie entre les nations sans précédent. Très chers dirigeants, la voie de la paix, du progrès, de la liberté, de la justice, d'un monde meilleur pour l'ensemble de l'humanité commence chez vous. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les nations du monde et que Dieu bénisse l'Amérique. Merci.